Bonjour à tous, je m'appelle Rita et vous écoutez Yalla. Yalla, c'est le podcast qui part à la rencontre de personnalités inspirantes et engagées au Maroc, mais aussi ailleurs, et qui casse les codes pour transformer le monde actuel. Sur Yalla, on vous parle de ce qui les anime au quotidien, mais aussi de leur parcours, leurs réussites et échecs. En bref, toutes ces choses qui ont fait d'eux la personne qu'elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Zineb Ismaili, fondatrice du vintage shop à succès Ayem Zaman. Pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai un attrait tout particulier à la mode et dans une époque où l'on consomme de manière frénétique et je dirais même compulsive, il était important à mes yeux de mettre en avant une marque comme Ayem Zaman qui prône un mode de vie et une consommation de vêtements plus lente et surtout plus consciente. Zineb nous explique ce qu'est la slow life et pourquoi il est important de réduire ses achats de vêtements issus de la fast fashion. D'ailleurs, en parlant de la fast fashion, plusieurs marques ont été évoquées pendant l'épisode et j'ai préféré les couper par précaution, d'où les petits cuts à certains moments. L'épisode est plein de belle sagesse et j'espère que vous le trouverez tout aussi passionnant que moi. Yalla, place à l'épisode. Salut Zineb. Hello Rita. Ça va, tout va bien? Alhamdoulilah, tout va bien. Alors, je suis avec toi en pleine vente de Ayem Zaman à l'Adagio Hotel et je suis très contente que tu m'aies accordé ce moment pour répondre à mes quelques questions. Écoute, c'est avec plaisir. Alors, si tu veux bien, on va commencer par quelques petites définitions très rapides pour un peu poser le concept ou ton concept. Ouais. Est-ce que tu peux nous définir la slow fashion, la fast fashion? Quelle est la différence entre les deux? Ouais. Et ensuite, tu nous parleras du vintage qui est l'essence de ton concept. Ok. Alors, donc on commence par slow et fast fashion. Donc, c'est deux courants complètement opposés. La slow fashion, on va aller sur tout ce qui est slow, donc lent. Ouais. Donc, slow life, c'est rattaché au courant slow life. Donc, vraiment essayer de vivre sans impacter l'environnement, sans stresser, à la cool. Et ça a un impact dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la façon de consommer surtout. Et donc, dans la façon de consommer, on a donc la slow fashion, et donc vraiment aller consommer, acheter des vêtements qui sont, dont la production n'a pas pollué l'environnement, ou très peu, moins en tout cas que la fast fashion. Dans lesquels la production n'a pas coûté cher, en termes de vie humaine, qu'il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de catastrophe, les gens ont été bien payés. Et donc, voilà. Donc, et par opposition à la fast fashion, qui est une mode qui s'axe sur des marques qui proposent 52 collections de vêtements par an. Donc, quasiment toutes les semaines, il y a une nouvelle collection. Et qui vont essayer de faire consommer le plus possible et qu'on aille pas forcément sur des choses dont on a besoin, mais vraiment qu'on irait au coup de cœur. C'est des gros budgets marketing qui vont nous pousser à la consommation. Qui créent le besoin, en fait. Tout le temps. Qui créent le besoin. Donc voilà. Donc ça, c'est par opposition à la slow fashion. Yes. Et toi, ton concept, du coup, qui est le vintage, est une réponse à cette frénésie de la fast fashion. Donc le vintage, ça va être... On va parler du mot vintage en termes en son origine, qui vient de l'œnologie, et donc du vin. Les vins qui sont restés longtemps, donc qui sont les meilleurs. Et il y a aussi la partie 20 ans. Et donc, c'est des vêtements qui ont au moins 20 ans d'existence et qui ont donc bien fermenté et qui sont bien meilleurs que ceux qu'on propose aujourd'hui. Aujourd'hui, à qualité équivalente, franchement, on va devoir aller sur des marques de haute couture ou des marques entre les deux. Je ne citerai pas, mais il y en a qui proposent quand même de la bonne qualité. Donc, moi, j'encourage les gens à aller acheter dans ce genre d'entreprise parce qu'au moins, on paye cher, d'accord, mais on va le mettre et on va le remettre et il va durer. Et donc, le coût réel est nettement moins cher qu'un petit t-shirt exactement, que tu vas acheter tous les 2 mois, quoi. Quand on vient à faire le rapport en fait avec le coût réel, on n'est pas du tout sur les mêmes référentiels. Ok. Est-ce que toi, du coup, tu as toujours consommé vintage avant même de lancer Ayem Zaman? Oui, j'ai toujours consommé vintage. Ça a commencé dans les placards de ma maman, donc qui a toujours, et je l'en remercie pour ça, qui a gardé tous ses vêtements. Pas tous, mais une grande partie de ses vêtements hyper bien conditionnés, toujours propres. Elle savait qu'elle n'allait pas les mettre. Ma mère, aujourd'hui, je l'aime beaucoup, mais elle a pris du poids et donc elle rentrerait jamais dans ses vêtements.
Et du coup, tu les as gardés. Est-ce que tu les as récupérés? Ah oui, je les ai récupérés, je les porte. C'est les seuls trucs que je vends pas. Okay. Mais sinon, je vends tout ce que j'ai en vintage, je le vends, mais sauf ceux qui sont à ma mère. Parce que y a le côté émotionnel, forcément. Et depuis que je suis petite, donc j'attendais juste le bon moment pour les mettre. Parce que les épaulettes, par exemple, c'était pas du tout à la mode. Donc, il a fallu que j'attende. Les froufrous, le velours, etc. Ouais. Donc, c'était juste question d'attendre le bon moment. Mais ils étaient dans le viseur. Ouais. Et heureusement, elle m'a jamais rien refusé. Et ça lui faisait vraiment plaisir de voir comment je réadaptais ses vêtements dans la vraie vie, dans 20 ans après, quoi. Ouais. Ok, top. Et alors, si j'ai bien compris, t'as pas du tout évolué dans le monde de la mode ou quoi que ce soit, et pourtant, tu t'es lancée dans ce monde-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de tout mettre de côté et de lancer ta petite entreprise dans la mode en particulier? Alors, absolument, j'ai jamais été dans la mode. J'ai fait des études de marketing. J'ai un master en marketing, donc rien à voir. J'ai commencé ma carrière dans le digital, ensuite dans la com, média, donc TV, radio, presse. Ensuite, il a fallu que j'habite à Rabat et donc je me suis redirigée. J'ai fait un retournement complet de carrière et je me suis dirigée vers l'enseignement supérieur. J'adorais mon métier jusqu'au confinement. Où là, j'ai vraiment détesté parce que ce que j'aimais dans ce métier, c'est que j'étais en contact avec des étudiants. Donc, tout le temps en contact avec des gens qui sont frais, qui sont jeunes. On sent qu'on a un impact sur eux, que leur vie peut changer avec un conseil, quoi. Donc, c'était génial. Et pendant le confinement, ils étaient là, mais derrière un écran. Donc, il n'y a plus du tout la même relation. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse mon petit tableau récap de ce que je veux, ce que j'aime pas. Il fallait que je trouve quelque chose qui a du sens pour moi. Et parmi les choses qui ont du sens, j'ai toujours été passionnée par la mode. J'ai jamais voulu le dire parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui va me faire manger du pain. Mais en gros, c'était mon tableau, c'était entre moi et moi-même, donc je l'ai écrit, que c'est ce que j'aimais réellement, ce qui me procurait du bonheur. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec de la mode, quoi, comment je vais réussir? Et là, je l'ai linké avec un mode de vie dans lequel j'étais depuis... ça a commencé 4 ans avant. J'ai commencé petit à petit à glisser dans la slow fashion, dans la slow life. Et donc, vraiment essayer de manger sain, réduire au maximum les déchets, ne pas utiliser des produits qui sont nocifs pour nous et pour l'environnement. Alors, bien sûr, je ne suis pas... je suis pas une sainte. Pareil, je consomme parfois des fast-food. Je consomme aussi de la fast fashion de temps en temps. Il m'arrive, j'ai des besoins précis. Mais je fais de mon mieux pour réduire au maximum mon impact, mon empreinte, et pour essayer de faire le maximum de bien à mon corps et à mon entourage. Donc ça a commencé comme ça. Génial. Et alors, j'ai une question. Les parents marocains sont assez particuliers généralement quand tu sors du cadre. Comment tes parents ont réagi quand tu leur as dit « je plaque tout et je crée ma boîte » Alors, franchement, mon père, comme d'habitude, compréhensif, oui, l'entrepreneuriat c'est bien, etc. Franchement, nickel. Même s'il avait des réserves, je pense qu'il les a cachées. Et généralement, quand il a des choses à dire, il les dit à ma mère, il dit « ta fille, voilà. » Et par contre, elle n'a pas du tout bien réagi. Parce qu'au début, elle m'a dit « ah, c'est sympa ». Je pensais que je rigolais, quoi. Mais en fait, quand elle a vu que c'était sérieux, alors bien sûr, je n'ai pas démissionné sur place, parce que ça allait être la fin des petits pains. Je lui ai dit que j'allais vendre déjà des vêtements vintage et donc déjà portés. Et là, pour elle, c'est inconcevable. Dans sa famille, impossible. Comment ça, à Willy alors que les Marocains, ils font tout ça. Je m'en suis rendu compte après qu'au final, les Marocains, ils vont au souk éphémère, les trucs, le bal et tout. Mais personne n'en parle. Par contre, le fait de le faire, c'est impossible. Chouma, c'est hors de question, etc.
Et donc, c'était un gros blocage, la vérité, de sa part. Ouais. Après, elle a commencé à voir petit à petit ce que je ramenais. Et puis, elle qui aime les belles matières, elle a commencé à toucher. Ouais. Et elle a pris conscience, en fait. Elle a commencé petit à petit, vraiment, à prendre conscience que c'était pas mal. Ouais. Après, j'ai fait mon premier événement, ma première vente. Et bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était un franc succès. Ouais. Et là, elle s'est dit, bon, bah, c'est pas si nul que ça. Donc, elle était contente. Ouais. Donc, vraiment, je l'ai convaincue avec le temps. Concept. Elle a même commencé à me demander des choses. Génial. J'ai besoin d'un pantalon en lin, taille 44. Et ouais, ok, d'accord. Comme si j'en avais 50 000 devant moi et que je pouvais lui choisir un. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ça me passionnait complètement et que je voulais absolument pas rater le coche. Et qu'il fallait que je perce, il fallait que je fasse quelque chose dans ce Ouais, surtout domaine. qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer en ce moment où les gens sont un peu plus conscients de ce qu'ils consomment. Donc, c'est vraiment pile le bon moment pour lancer un concept comme I Am Zaman, finalement. Absolument. On sent vraiment l'envie de changer de la il y a énormément d'entreprises qui ont été créées pendant le confinement. Ouais. Je connais plein de gens qui ont tout plaqué comme moi et qui se sont mis à leur compte. C'est un gros risque, mais en fait, pour moi, le confinement est bénéfique dans le sens où on s'est dit tout peut arriver en fait à n'importe quel moment. Il faut absolument faire quelque chose qu'on aime, qui a du sens, qu'on se lève le matin et qu'on n'ait pas la boule en mode putain, j'ai aucune envie d'y aller. C'est impossible. Donc du coup, c'était pour moi l'occasion ou jamais. Et je pense que c'est l'occasion pour plein de gens qui ont sauté le pas. Génial. Ok, alors on va se recentrer un petit peu sur ta marque et sur ta clientèle. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que les gens sont déjà conscients ou en tout cas connaissent déjà le vintage ? Est-ce que tu as eu des réticences par rapport à ce lancement ou pas forcément ? Ou les gens accueillent plutôt bien de manière générale le concept ? Alors, j'ai plusieurs types de clientèle. La première, c'est celle qui a été habituée à faire les fripes à Paris, à Montréal, etc. Et qui sont très, très contents parce que déjà là, ils ne voyagent pas et qu'ils ont l'occasion de faire ça, de chiner au Maroc. Et donc là, c'est une clientèle qui est déjà alerte, qui adhère absolument. Ensuite, j'ai les personnes qui découvrent, qui n'ont jamais mis leur pied dans une friperie. Ou alors, mauvaise expérience, ils sont rentrés dans une friperie en France et ça pue le rat mort et donc qui ont fait demi-tour et qui sont complètement choqués quand ils apprennent que en fait, c'est une friperie parce que c'est dans un bon état quand même. Je fais attention, tout passe au pressing, c'est lavé, repassé, nickel, il n'y a pas de défaut, c'est retravaillé, etc. Donc ça, c'est une clientèle qui, petit à petit, a pris conscience et qui a acheté peut-être un article parce qu'une copine en a parlé, etc. Et qui s'est rendu compte que cet article, elle le mettait très souvent. Et ça, c'est parce que c'est de la bonne qualité. Donc, je le dis, je le répète, le fait que ce soit bien coupé ou alors dans de bonnes matières ou dans du naturel, etc., on se sent bien. Et donc, on le reporte beaucoup plus facilement. Et s'il est là depuis 20 ans, c'est qu'il va continuer. Et donc, c'est pas parce qu'on l'a mis 4 fois qu'il va être tout défraîchi et qu'on va le jeter à la poubelle. Donc, du coup, j'ai cette clientèle qui, en fait, je le dis toujours, le jour où tu achètes un article chez I Am Zaman, c'est foutu pour toi parce que je sais que tu vas revenir et après. Et donc, la communauté s'agrandit et j'en suis très, très fière parce que j'ai des clientes qui sont... petite pensée à Isabelle, je suis obligée de dire son prénom, qui est là depuis la première vente. Et c'était la première à la première vente. Elle a vu ça sur Instagram. Elle arrivait à 10h00. Et pour moi, c'était énorme qu'on sonne j'avais fait dans un appart. Pour moi, c'était énorme qu'à 10h00, j'avais quelqu'un, en fait. Et elle est là depuis toutes les ventes. Elle en a raté une parce qu'elle était aux États-Unis. C'est génial. Et il y en a plein des comme ça. Et maintenant, bon, ça commence à 9h50, 9h45. De plus en plus tôt. Voilà, mais en tout cas... c'est génial parce que du coup, tu as réussi à avoir une clientèle hyper fidèle. Hyper fidèle. Parce que, et en plus, l'avantage, c'est que, pour l'instant, j'imagine que du coup, d'autres personnes vont se lancer dans le business du vintage. Mais pour l'instant, tu es la seule. Donc pour toi, je ne suis pas du tout la seule. Il y a du monde, hein, franchement. Il y a plein de petites communes. Enfin, il y a des gens qui essayent. Après, franchement,
la barrière à l'entrée, c'est la quantité de travail. Et sincèrement, les gens ont l'impression que bon, ils vont faire... T'achètes et tu revends. Ouais, ils vont chiner et tout. Attention, c'est très compliqué. Ouais. C'est une gestion. Si les choses ne sont pas bien travaillées derrière, ça ne le fait pas. Si les gens ne trouvent pas que du vintage, parce qu'il y en a qui mélangent. Avec la seconde main. Tu n'as plus le même argumentaire. On vient acheter du vintage, on achète du vintage, point. Ouais. Donc, il y en a soit qui mélangent, soit qui achètent, mais qui s'investissent pas assez. Et ça demande... C'est du boulot, hein. C'est pas juste... je suis pas juste en train de m'éclater derrière pour fournir 300 pièces minimum à chaque vente et que ce soit pas les mêmes parce que sinon, il faut que ça bouge. Il faut se lever tôt, quoi. J'ai toujours été une bosseuse. Que ce soit dans ma première, deuxième ou troisième entreprise. J'ai fait 3 entreprises. J'ai commencé à 23 ans à travailler. Et j'ai toujours fourni une quantité monstrueuse de travail. Sauf que là, c'est grosse quantité de travail plus bonheur absolu. Donc forcément, ça porte ses fruits, quoi. Ouais, super. Ok. Alors, si c'est pas indiscret, et tu peux ne pas répondre, si tu veux pas répondre, mais où est-ce que tu chines tes vêtements? Est-ce que tu as des fournisseurs ou tu vas toi-même la question à 1000 euros. À 1000 euros que tout le monde me pose. Et sincèrement, je pourrais jamais répondre à cette question. C'est mon plus gros secret, sinon ce serait bête. Et tout le monde pourrait faire pareil. Mais en gros, ce que je peux dire, c'est que je me fournis dans plusieurs endroits différents. D'accord. Parce qu'on ne peut pas se fournir chez qu'une seule personne. Voilà, et que c'est beaucoup de négociations. Parce que je n'achète pas, même si j'ai des grosses quantités, je ne vais pas acheter des ballots où il y a je ne sais pas combien de kilos et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, clairement. Donc en fait, il faut que tu fasses confiance à la personne qui te fournit pour avoir des super pièces. Ah ouais, c'est toi qui fais le tri. Chaque pièce, je l'ai achetée moi-même. Je n'ai rien reçu sans voir. Et beaucoup, malheureusement, en France, beaucoup de friperies font cette erreur. Enfin, ça peut ne pas être une erreur, mais pour moi, je veux que chaque chose... même si les gens vont aimer certaines choses et pas d'autres, moi, j'ai tout aimé. J'ai un goût méga éclectique, donc je n'ai pas de problème à me projeter dans du fleuri, dans du basique, dans du complètement déchiré, dans des vêtements de mémé, quoi. Mais j'ai tout choisi moi-même et ça, je pense que c'est ça qui fait la différence parce que je n'achète pas juste parce que c'est vieux de 20 ans. C'est vintage. J'achète parce que j'aime. Ok. Et c'est ce qui va être le plus compliqué, à mon avis, pour les concurrents qui arrivent. Ok. Et qu'est-ce que tu conseilles à tes consommateurs pour bien sélectionner leurs pièces vintage? C'est-à-dire qu'une personne qui va venir chez toi, comment est-ce que tu vas le conseiller? Alors, dans un premier temps, pour moi, une vie ne suffit pas pour faire une garde-robe de basique. Donc, dans un premier temps, il faut acquérir d'abord les basiques. La veste en cuir, le pantalon en cuir, le Levi's 501, le trench, la petite chemise en coton, le kimono en lin, le costume, enfin ensemble, la petite chemise colorée de temps en temps qu'on va mettre, la soie. Donc ça, pour moi, c'est des basiques qu'il faut avoir. Qu'il faut absolument avoir. Donc, si on n'a pas, il faut d'abord se concentrer sur ça. Avec le temps, on va les garder de toute façon. Ils ont 20 ans, ils sont là, on va les garder. Ensuite, quand on a tous ces basiques et qu'on veut... parce qu'à un moment, quand on s'habille que en basique, moi perso, je m'habille pas du tout que en basique, c'est impossible. C'est basique, c'est sympa, c'est réconfortant, on sort pas de notre routine et tout. Mais moi, j'aime bien faire la différence. Et je déteste qu'on me dise « Ah, j'ai le même ». Je déteste. Ça me rend dingue. Donc, du coup, là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup d'articles qui sont beaucoup plus... un peu plus fancy. Fancy. On passe pas à côté, quoi. Genre, et généralement, tous ceux qui achètent des choses chez moi me disent « Putain, mais tout le monde me dit « Mais où tu as acheté ça ?» Bah oui, où tu l'as acheté. C'était bien pensé. Les choses étaient faites avec soin. Les tissus étaient colorés, mais genre méga colorés. C'est pas là, ils te disent colorés, ils te mettent le vert, parce que tout le monde met du vert. Le couleur lilas, ça fait 3 ans. Franchement, j'en peux plus de la couleur lilas. C'est clair. Et c'est juste, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, être stylé, c'est réussir à faire des choses originales avec des articles complètement farfelus, enfin qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Okay. Super. Une autre question. Du coup, donc ça, c'est les conseils que tu donnes aux personnes qui veulent acheter du vintage, mais à ceux qui ne veulent pas encore acheter du vintage et ceux qui sont encore réticents à acheter du vintage, quel message est-ce que tu voudrais leur passer?
Écoute, il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens qui n'achèteront jamais. J'ai une copine très proche qui me dit, tu peux me dire quel article est porté et quel article... Mais non, je peux pas. Ok, j'ai des fins de série de magasins des années 50 et tout, mais j'ai aucun moyen de savoir et je me prendrai pas la tête à le faire d'ailleurs. Et je leur dis à chaque fois, je sais pas si j'en ai parlé là ou l'histoire des draps dans les hôtels, je sais pas, mais les oreillers sur lesquels on dort, quelqu'un a bavé dessus. Les draps sur lesquels on dort, il s'est passé des choses, ils ont vu des choses, il y a des histoires. Clairement, ça se lave et on est très content d'être à l'hôtel, on fait des selfies, donc c'est la même chose. Je leur dis, il faut essayer. D'abord parce que personne ne vous dira jamais j'ai le même. Ensuite parce que c'est une hyper bonne qualité. On se sent bien, on met des matières naturelles ou alors des coupes originales et qui sont bien faites, c'est bien exécuté. Je donne un exemple. Très souvent je trouve des épingles dans des jupes vintage, etc. C'est dommage qu'il n'y ait pas de vidéo, mais j'aimerais vous montrer la taille et la largeur des épingles. C'est pas les épingles, là tu la mets, elle saute. C'est un dentier. On peut taper quelqu'un et qu'il a un sérieux problème. Tout était fait réellement. Les fils de couture vintage, il y a 20 ans, c'est 3 fois le fil d'aujourd'hui en épaisseur. Donc voilà, je disais juste que le fil d'aujourd'hui, il est 3 fois plus fin que le fil avec lequel on faisait les donc coutures. ça te donne un peu l'idée de la qualité du vêtement. Ça te donne complètement l'idée. Et de la résistance aussi. De la résistance. Tout. On triche dans tout. Aujourd'hui, on triche dans tout pour faire moins cher. Exactement. Mais c'est de la faute du consommateur. Parce qu'il veut plusieurs articles et il veut les payer pas cher. Sauf que non, je suis désolée, tu veux de la qualité, il faut mettre le prix. Parce que le coût réel d'acquisition est beaucoup plus bas parce que tu vas le mettre pendant des années. Et quand tu viens à calculer ton petit trench Burberry que tu as payé peut-être très cher, mais que tu mets depuis 10 ans, en fait. C'est pas la même chose que ton petit trench que tu as payé quand même, pour moi, cher, à 1500 ou 2000 dirhams, et qui va te durer 2 ans. Voilà. Complètement. Ok. Est-ce que tu as rencontré certains obstacles quand tu as créé I.Am Zaman, et si oui, comment tu as réussi à les surmonter? Sincèrement, le premier obstacle, c'est les fournisseurs. C'est très, très compliqué. Et bon courage. Moi, j'encourage beaucoup les gens qui sont dans le vintage au Maroc. J'essaie de pousser au maximum les nouveaux. Ceux qui sont sérieux, vraiment, genre ceux qui font que du vintage. Quand ça s'appelle vintage quelque chose et qu'il y a du je regarde même pas. Mais d'ailleurs il y a un compte que j'aime beaucoup qui s'appelle Vinti et qui fait que du vintage pour le coup, et donc j'essaye d'aider comme je peux. C'est super. Mais le plus gros problème, ça va être les fournisseurs. Ensuite ça va être la quantité de travail, parce que pour tout laver, pour tout les prestataires, en fait, le pressing, pour trouver un pressing qui va en 2 jours te laver 300 pièces, toutes tes pièces, nickel, ne pas faire de tâches. Ensuite, il y a le pressing normal, il y a le pressing des tâches, il y a le pressing du cuir, il y a le pressing du cachemire. Bon, on a ça comme les prestats, c'est complexe. Il y a les couturiers, parce que je fais du upcycling et j'ai des retouches à faire. Parfois, il y a un petit trou, c'est pour ça qu'il a été jeté. Mais alors que c'est tout à fait raccommodable, donc il faut trouver des prestataires dans ça. Aujourd'hui, franchement, c'était hyper compliqué de trouver un couturier qui coud droit. Juste droit. J'ai pas demandé des fleurs, j'ai droit. Tu me crop top un truc, je veux que ce soit droit. Et c'est pas donné à tout le monde. Il faut trouver. En fait, il faut que tu trouves déjà. Le plus difficile, j'ai l'impression que c'est de trouver les personnes, en fait. C'est le fournisseur, le pressing, le couturier. C'est vraiment le relationnel, les personnes, les bonnes personnes qui t'accompagneront. Clairement. Après, la com aussi. Je suis archi nulle en com et je le suis toujours. Appel à ceux qui m'entendent et qui veulent aider. Qui gère ta page Insta? C'est toi toute seule qui le fait? C'est moi, ça se voit que c'est moi aussi. Pour quelqu'un qui est nul, ça va, tu te débrouilles quand même pas mal. Non, je suis vraiment nulle. Je veux que ce soit propre. Il y a des trucs, il y a des entreprises, franchement, et le fond n'est pas là. Et pourtant, quand tu vois la page, je dis waouh, si je peux dire un bête. Tu dis c'est un truc de malade, c'est hyper fort. Alors que le fond, c'est quoi? Ils ont 4 t-shirts
Alors, moi, j'ai vraiment du fond, mais j'arrive pas, quoi. J'ai pas le réflexe de prendre des stories. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Et j'ai pas les moyens de prendre une agence pour l'instant. Donc, j'essaye de voir quelqu'un éventuellement freelance. C'est Et encore une fois, on retombe sur le même problème, les gens. Oui, exactement. Donc, je sais pas le faire et je ne trouve pas qui peut m'aider sur ça. Bon, bah du coup, appel à ceux qui sont intéressés. Appel aux dons. Ok, super. Est-ce que tu as des projets pour I Am Zaman? Est-ce que tu comptes rester uniquement dans les vêtements ou est-ce que tu comptes un peu élargir ton activité? Ouais, j'ai 1000 projets. Alors en fait, quand on aime un truc, on pense à ça H24. C'est limite obsessionnel, 3h du matin. Ouais, t'as des idées. J'ai des idées, c'est top, c'est génial. Alors, bon, dans l'immédiat, j'ai un projet un peu plus important qui arrive dans 2 mois, Inch'Allah. Donc, c'est le baby. Donc, je suis enceinte et donc, c'est pour ça que je ne lance pas. Okay. Mais les choses sont prêtes, en fait. Le I Am Zaman Home, j'ai déjà les articles. Mais j'attends de savoir comment ça va se passer. C'est mon premier, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc, c'est pour ça que j'ai ralenti la cadence. Je me concentre sur les vêtements, qui est déjà... Là, bientôt, je clôture une année. Donc, l'année prochaine, ce sera mieux en termes de... Je saurai ce qu'il faut acheter, ce qui est demandé, etc. Donc, pour l'instant, I Am Zaman Home, ce n'est pas le moment. Mais j'y pense. C'est as soon as possible. On a le upcycling que j'ai lancé. Donc, pour l'été, j'ai fait des petits ensembles avec des chemises d'hommes qui ont été coupées en 2. J'ai rajouté de la dentelle, ça fait un ensemble. J'aime tellement la qualité des draps vintage que j'ai fait des ensembles avec des draps, des ensembles avec des rideaux. Je l'avais acheté. C'est toi qui l'avais acheté. Je lui disais, mais c'est vrai que parmi... Donc, c'était le rideau. Tu as un ensemble en rideau qui est hyper joli. Et donc ça, le upcycling, c'est mon côté créatif qui a besoin de s'exprimer tout le temps. Et j'ai trouvé le moyen de l'exprimer, donc je suis hyper contente. Et ça, c'est tout le temps. Donc ça arrive. Et même, genre, pendant chaque vente, j'ai plein d'articles, des robes que j'ai coupées en 2, des trucs à laquelle j'ai rajouté des boutons, j'ai changé des trucs. Donc ça, je le fais tout le temps, j'adore. Et maintenant que je suis enceinte et que je me rends compte qu'il faut des études de bac plus 100 pour savoir quoi acheter à un nourrisson. C'est clair. Non, mais franchement, je pense il faut lancer des études, quoi, parce que c'est pas possible. On te dit tout et son contraire. Il faut des bodys, il faut que les boutons soient sur le côté. Attention, pas sur la dalle. Il faut telle marque. C'est complète. C'est de la folie. Et donc, je me dis, et un bébé, ça porte ça. Enfin, un bébé, un petit garçon, une petite fille. Ça porte pas ça très longtemps. Ça porte quelques mois. Et encore, quelques mois, c'est gentil. Au début, moi, le mien, il y a des tenues au début qu'il portait une fois. Ça y est, c'est fini. Voilà. Moi, je suis anti-gaspillage. Ça pousse vite, Depuis 4 ans maintenant, je suis anti-gaspillage. Ça me révolte. Donc, je me dis, il faut absolument que je lance. Moi, pour le bébé, bien sûr, j'ai acheté des trucs vintage. En fait, ils sont en seconde hand. Parce que pour le coup, vintage, la vérité, c'était pas très joli pour le coup pour les enfants. T'as trouvé des choses? Ah ouais. Mais... Alors, mon gros coup de cœur, c'est une veste en jean Levi's vintage. J'en suis hyper heureuse. Pour les enfants, pour un petit? Ouais, pour un bébé. Mais sinon, le reste, c'est pas joli. Donc, du coup, c'est du second hand avec des marques qui coûtent aujourd'hui, au lieu de l'acheter à 400 dirhams, qui sont quand même des trucs qui tiennent. Qui vont éventuellement être réutilisés pour un deuxième bébé. Et donc, je le fais parce que... Et je me dis que ça servirait, ce truc. Donc, incessamment sous peu, après... après, super. Alors, avant de terminer le podcast, j'ai encore deux petites questions à te poser. La première, c'est que tout à l'heure, tu parlais d'un petit tableau que tu faisais régulièrement. Est-ce que... Est-ce que c'est une espèce de développement personnel que tu fais? Est-ce que tu as des habitudes, je sais pas, genre des rituels ou ce genre de choses qui t'aident un peu à progresser, à aller vers de l'avant? Ou non, c'est juste un tableau que tu fais de temps en temps quand tu te vois un peu bloqué devant une situation? Non, c'est vraiment un tableau qui est hyper important pour moi. Et on peut trouver ça bizarre, mais ça m'aide vraiment à prendre les bonnes décisions au bon moment. Quand je suis devant une impasse ou j'ai besoin de faire un truc, j'écris un tableau. Et même si on connaît, même si ça sort de nous, on sait que... Mais quand on a les choses devant nous et qu'on voit la quantité, visuellement déjà,
on sait que sur une colonne, il y en a plus que d'autres. Ouais. Et donc, je fais les bons choix. Ça, c'est un conseil que m'avait donné ma maman. Je me souviens plus c'était pourquoi. Mais j'étais petite et elle m'avait dit, tu fais un tableau et tu vois combien il y a d'avantages et combien il y a d'inconvénients. Okay. Et du coup, moi, je l'ai développé, ce tableau. Ouais. C'est à chaque décision, ça t'aide un peu. C'est pas oui ou non, c'est même qu'est-ce que je veux faire dans la vie. J'ai fait mon tableau, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça me rend heureuse. Ça, je veux surtout pas. Ouais. Et donc, après, tu fais un résumé et peut-être que tu n'auras pas l'idée sur place, tu ne vas pas sortir avec une conclusion, mais c'est là. Ouais. Et je dis 1 semaine, 2 semaines après, ça max, c'est bon. Un peu et c'est bon, tu as trouvé ta réponse. Et c'est important. Ok, top. Alors, ma dernière question, avant de clôturer le podcast, qui aimerais-tu écouter sur ce podcast? Est-ce que tu as des idées de personnes qui t'intéressent, que je pourrais contacter sur ce podcast? Sincèrement, j'aimerais vraiment écouter des gens qui sont dans cette slow life. J'aimerais connaître plus de gens qui sont autour des acteurs de la slow life, que ce soit en vêtements, que ce soit des gens qui produisent du bio, des choses comme ça. Mais je n'ai pas de personne à donner en particulier, mais tête, mais vraiment des gens qui sont dans le domaine. Moi, c'est ce que je voudrais. Ok, c'est noté. Bah écoute, on a fini. C'était ma toute dernière question. Je te remercie énormément d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Donc, voilà. En tout cas, pour continuer sur cette lancée, j'invite vraiment, je tiens à faire passer le message. Vas-y, je t'en prie. À toutes les personnes qui peuvent se permettre d'entreprendre, parce qu'il faut se le permettre. Hein, on peut pas, quand on est engagé financièrement, et tout, c'est compliqué. Sautez le pas. Si vous aimez réellement, sautez le pas, faites-le. Mais faites quelque chose qui a du sens et dont vous êtes fier. Parce que sinon, vendre quelque chose dont vous n'êtes pas fier, dont vous n'êtes pas sûr de la qualité, vous allez vendre 2 fois et là, il y a la conscience qui reprend le dessus. Donc vraiment, faites-le avec les tripes. Et j'aimerais que le maximum de personnes entendent ça parce que j'étais le vrai salarié lambda en mode j'ai pris un crédit immobilier à 24 ans. J'avais mon salaire, j'ai évolué, j'ai bougé de boîte pour avoir plus de salaire. Vraiment la carrière typique. Et en fait, non. Tu t'es rendu compte que c'était pas pour ça. Je me suis sortie de ça parce qu'aujourd'hui, je me sens libre. Je travaille plus, mais je me sens libre. Bon, c'est un beau message en tout cas. Merci beaucoup, Zineb. Bonne journée. Salut. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Par ailleurs, si vous souhaitez me faire un feedback ou me proposer un invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page Instagram ou LinkedIn de Yalla. À très vite pour un prochain épisode.